Audience à la présidence de la République ce vendredi, le chef de l'État a reçu tour à tour en audience l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad et la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Reportage à suivre en volet 1 de ce journal. 700 éléments du contingent tchadien qui se rendront au Mali dans le cadre de la MINUSMA pour le maintien de la paix dans les jours à venir sont en session de formation à la Lumia. Les différents modules portent sur la protection et les droits des enfants avant, pendant et après les conflits. Désormais, pas besoin de jeter des objets usagés tels que des bouteilles en plastique ou des pneus. Deux jeunes mettent leur ingéniosité pour les transformer en chaises, tables, sapins de Noël ou encore objets de décoration. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h qui reçoit comme invité ce soir, ce vendredi 20 décembre, Madeleine Alingé, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Madame la ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Notre entretien avec Madame la ministre portera sur le festival d'Ari, 2e édition. Madame, nous reviendrons à vous dans un instant. Très bien. Dans l'actualité, ce soir, audience à la présidence de la République. Ce vendredi, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Souré, porteur des messages destinés au président Déby. Dans son audit. Partenaire traditionnel du Tchad, l'Union européenne entend densifier son partenariat stratégique avec notre pays. Le Tchad est un bouclier dans la lutte contre le terrorisme au sein du G5 Sahel. C'est dans cette optique que le siège de l'institution européenne, basée à Bruxelles, a dépêché ces jours son ambassadeur au Tchad, Bertrand Souré, auprès du chef de l'État Idriss Déby Itno. L'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, est porteur d'un pli confidentiel de sa hiérarchie destiné au président de la République Idriss Déby Itno. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence Monsieur le Président de la République. J'avais d'abord une lettre à lui remettre de la part de nos autorités bruxelloises qui explorent la possibilité d'étendre les activités des missions de l'Union européenne qui se trouvent au Mali et au Niger pour faire de la coopération bilatérale avec les forces armées tchadiennes. Et donc voir quelles sont les modalités d'une telle extension des activités. Le 13 janvier 2020 à Pau en France a lieu la réunion des chefs d'État du G5 Sahel avec leur homologue français Emmanuel Macron. Deux hauts responsables de l'Union européenne souhaiteraient en marge de ces assises avoir une rencontre bilatérale avec le chef de l'État Idriss Déby Itno. En marge du sommet de Pau, au début du mois de janvier l'année prochaine, il y a la possibilité d'une rencontre bilatérale entre les nouvelles autorités de l'Union européenne, à savoir M. Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, et M. Borrell, qui est le haut représentant pour les affaires étrangères et qui souhaitait, à l'occasion de Pau, rencontrer le président de la République du Tchad pour relancer les relations bilatérales entre l'Union européenne et le Tchad sur les meilleures bases possibles, notamment avec les nouvelles initiatives qui ont été lancées, comme le P3S, et puis la conférence qui doit se dérouler au mois de mars à Bruxelles pour trouver de nouveaux moyens, de nouvelles pistes de coopération, à la fois au niveau régional, sur le G5, mais aussi au niveau bilatéral. L'Union européenne est présente dans notre pays depuis de nombreuses années à travers les différentes phases du Fonds européen de développement dont ces actions sont visibles dans le domaine de la sécurité alimentaire, la nutrition, le développement rural, la gestion durable des ressources naturelles et la consolidation de l'État des droits. La ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Madame Sylvie Mbaye-Potémon, a aussi été reçue par le président de la République. Les relations entre la RCA et le Tchad, à la lumière de la réunion du comité mixte de coopération, a été le principal sujet des discussions. Djibril Noualouali. En séjour au Tchad, à la tête d'une forte délégation d'experts, la chef de la diplomatie centrafricaine a rendez-vous ce vendredi au palais présidentiel à quelques heures de l'ouverture officielle de la réunion du comité mixte de coopération. La voilà reçue par le président de la République, Idriss Déby Itno, à qui elle a transmis les salutations de son frère et ami, le président Faustin Archange Touadéra.
À ces civilités, le chef de l'État centrafricain a associé ses vœux de pleine réussite à la réunion du comité mixte sur qui il place un grand espoir. Des instructions et des indications ont été données par le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, afin que mon frère, le ministre des Affaires étrangères et moi-même nous attelons justement à œuvrer sans tabou sur des sujets qui aujourd'hui menacent un petit peu notre stabilité et notre paix, de manière à trouver une solution en toute cordialité et en toute fraternité pour raffermir notre coopération et continuer à densifier justement dans le cadre de l'intégration africaine. Et c'est surtout le sujet premier de sécuriser, gérer et sécuriser notre longue frontière commune. De la rencontre avec le président de la République, Idriss Déby Itno, la chef de la diplomatie centrafricaine sort édifiée sur les attentes du chef de l'État relatives à la réunion d'Indiamena, dont les conclusions devront aider les deux dirigeants à prendre des mesures substantielles pouvant aider au raffermissement des relations entre le Tchad et la RCA qui partagent un destin commun. Le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zen, a présidé ce soir la 14e session de la commission mixte de coopération Tchad-Centrafrique en présence de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères et de centrafricain de l'étranger Sylvie Mbaïpo Témon. Bacharia Isanga. Les relations au beau fixe entre le Tchad et la Centrafrique s'intensifient davantage. Pour mieux consolider cette coopération et poursuivre le programme établi, après la rencontre d'Indiamena en 2012, la 14e session de la commission mixte de coopération entre le Tchad et la République centrafricaine confirme la volonté de deux chefs d'État, à savoir le Tchadien Idriss Déby Itno et le Centrafricain Faustin Archange Touadéra. Cette 14e session permet au Tchad et à la Centrafrique de résoudre plusieurs problèmes qui les lient, entre autres la sécurité, l'économie et le contrôle des frontières. Le Tchad et la RCA sont liés par l'histoire, la géographie, la culture et même par des liens de sang que rien ne peut briser, quel que soit le moment difficile que chacun des pays a connu dans le cours de son histoire. La longue frontière commune, le partage en commun de plusieurs groupes ethniques entre les deux pays, les multiples défis communs liés aux impératifs sécuritaires, de développement et d'intégration économique nous interpellent. Grâce à cette commission, le Tchad a joué un grand rôle dans la résolution du conflit que la Centrafrique a connu en 2013. La présence de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères justifie l'importance de la bonne coopération. Nous offrons ainsi l'occasion, à travers des échanges directs, de raffermir davantage les liens amicaux et fraternels qui nous unissent et d'insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération. Cette session de la commission mixte de coopération entre le Tchad et la Centrafrique se tient chaque 2 ans. Le Conseil ordinaire des ministres de ce jeudi a, comme vous le savez, examiné et adopté 7 projets de textes et rejeté un. Des textes qui apportent, comme vous allez le voir, des modifications et certaines précisions. Gassi Soussaka. Du ministère de la Justice chargé des droits humains au ministère des Postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en passant par le ministère des Finances et du Budget, tous ces projets de textes ont pour objectif de relever un nouveau défi, celui de la modernisation de la gouvernance dans sa globalité, de la création de l'emploi, bref, le bien-être de la population tchadienne. D'abord, le ministre de la Communication a évoqué celui portant modification de quelques dispositions de la loi 011 du 17 juin 2013 relative au code de l'organisation judiciaire qui institue une cour criminelle non permanente. C'est pour pallier l'engorgement des cours d'appel causé par la recrudescence des crimes et améliorer les conditions de multiples accusés qui s'éternisent en prison sans jugement que cette modification a été proposée. C'est ainsi que l'institution des chambres criminelles dans les cours d'appel rendrait celle-ci permanente et opérationnelle à plein temps et amènerait les cours d'appel à considérer désormais les sessions criminelles comme des audiences ordinaires qui seront programmées régulièrement, évitant ainsi à l'État la mobilisation des frais de session criminelle jugés honorés.
Toujours au ministère de la Justice, le second texte porte sur la répression des actes de terrorisme en République du Tchad qui n'avait pas pris en compte, par exemple, les atteintes aux personnes, les infractions liées au transport et celles liées à certaines matières dangereuses, ainsi que les cas de poursuite des mineurs et les règles de procédure dérogatoires aux règles des droits communs. Tous ces éléments désormais sont encadrés par la loi. Dans son compte rendu, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication a présenté au Conseil pour examen 2 projets de décret. Le premier relatif à l'obligation de souscription des boîtes postales sur le territoire national. Opérateur historique du secteur postal, la société tchadienne des postes et de l'épargne éprouve d'énormes difficultés. Et pour la rendre plus compétitive, un programme de relance qui préconise la disposition d'une boîte postale, une des conditions désormais à prendre en compte à l'immatriculation au registre des commerces et du crédit immobilier ainsi qu'à la délivrance des agréments et autorisations des associations, organisations et sociétés. La simulation faite pour l'acquisition et l'attribution de 15 000 nouvelles boîtes postales permettra de dégager un chiffre d'affaires d'1,5 milliard de francs CFA, une somme non négligeable. Quant au deuxième projet de décret, celui-ci porte sur l'exonération des pays du G5 Sahel du paiement des frais d'itinérance pour les communications électroniques internationales. L'itinérance ou le roaming offre une certaine commodité et permet aux populations des pays du G5 Sahel de communiquer au tarif local en cas de voyage dans l'un des pays membres tout en conservant leurs numéros d'appel locaux. Cette mesure contribuera aussi à une plus grande intégration des populations de l'espace G5 Sahel et facilitera les renseignements entre ces pays frères pour une lutte accrue et plus efficace contre le terrorisme. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a également introduit au Conseil pour examen 3 projets de décret. Un de ces 3 porte sur l'adoption de la politique minière du Tchad. Ce projet de décret découle d'un constat fait sur l'exploitation artisanale des matériaux de construction de certaines ressources minières du sol et du sous-sol. C'est dans le souci de passer de l'exploitation artisanale à celle industrielle des métaux précieux et des matériaux que ce projet de décret a été soumis au Conseil des ministres. Cette politique boostera à terme celle de l'emploi et de la formation professionnelle et contribuera à la création d'environ 40 000 emplois par an. Le deuxième est un projet de décret d'application de la loi 010 du 20 juin 2018 portant ratification de l'ordonnance 004 du 21 février 2018 portant code minier. Plusieurs innovations enrichissent ce projet de décret en vue de favoriser la relance du secteur minier, contribuant de manière substantielle à la relance de l'économie nationale. Il est clairement mentionné sur ce projet de décret que les ressources minières sont la propriété de l'État qui les gère dans l'intérêt national. Et l'État s'engage à instaurer une meilleure collaboration avec les entreprises privées tout en préservant l'environnement et la cohésion sociale. Enfin, le seul projet qui a été renvoyé par le Conseil, c'est celui émanant du ministère des Finances et du Budget, relatif à la création de l'Académie des finances publiques et de l'informatique, en abrégé AFPI. Le Conseil l'a renvoyé pour permettre au ministère concerné de l'argumenter davantage en tenant compte des structures de formation existantes pour une mutualisation pouvant conduire à l'efficacité souhaitée. L'amphithéâtre de l'École nationale d'administration a abrité ce matin une cérémonie de remise de 2 livrets de déontologie de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad, une initiative du PACIT entendait projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad qui vise le professionnalisme et la crédibilité des forces de sécurité intérieure. Moussa Mboudouf Abdoulaye. Désormais, la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade disposent des livrets du code de déontologie, des documents juridiques, des références produits par le PACIT, le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad. Objectif, renforcer le professionnalisme, la crédibilité et la légitimité des acteurs de sécurité auprès de la population. Ces codes de déontologie des forces de sécurité intérieure permettront de minimiser les dérives constatées sur le terrain. Pour un meilleur respect des droits humains, ces instruments juridiques s'imposent, précise l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad. La sécurité constitue avant tout un service public. C'est une fonction essentielle de l'État qui a pour but premier d'assurer la stabilité générale et la protection des populations dans le strict respect des droits humains. Une bonne relation entre les forces de sécurité intérieure et la population est un impératif pour le gouvernement, d'où l'insistance du ministère en charge de la sécurité pour le respect strict de ces codes. Aucune violence, dérive ou bavure de la part des forces de sécurité intérieure n'est acceptable en cette République. Le droit à la sécurité partout
et pour tous est une exigence absolue avec laquelle personne ne doit transiger. Le ministre en charge de la sécurité demande de veiller scrupuleusement à la stricte application des principes déontologiques et à la vulgarisation des messages contenus dans ce présent guide. Convaincu que la sécurité est le levier central du développement durable, à entendre Abdoulaye Mouyelta Georges, les initiateurs du PACID, que sont le Tchad et l'Union européenne, ont inscrit la gouvernance de la sécurité intérieure au centre de leurs préoccupations. La session de formation du pré-déploiement organisée à l'intention du contingent tchadien de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a pris fin hier au centre d'instruction de la Lumia, une session assurée par l'armée américaine dans le cadre de la coopération militaire Tchad-USA. Idriss Omar Idriss. Ce contingent, en cours de projection pour la mission onusienne, est la composante de l'armée de terre de la gendarmerie nationale qui assurera la relève de l'an 2020 dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali. Mais avant d'être déployés, ces soldats ont acquis des formations théoriques et pratiques pour bien assurer leur mission. Au-delà de la formation menée par les encadreurs pleins d'expérience et de détermination du programme de formation et des initiatives aux opérations intégrales de paix, des lots d'équipements, de tentes, de lits, de moustiquaires, qui constituent des facteurs indéniables de réussite de la formation. Comme les missions des Nations Unies exigent certaines conditions idoines, le coordonnateur de ces COPEX conseille aux éléments du MINUSMA 7 d'être les ambassadeurs exemplaires. Vous représentez l'ONU et vous êtes présent dans le pays pour l'aider à sortir du traumatisme du conflit. En conséquence, vous devez être consciencieusement prêt à accepter des contraintes particulières dans vos vies publiques et privées afin de faire le travail et de poursuivre les idéaux de l'Organisation des Nations Unies. Ils sont plus de 1000 soldats qui seront déployés au Nord Mali, à savoir Tessalit, Aguelok et Kidal. Certes, c'est une mission difficile, mais pas impossible, affirme la plus haute autorité militaire. Les formations des opérations de maintien de la paix sont assurées par les membres des forces américaines et françaises qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ces hommes atteignent le niveau de connaissance de base indispensable pour servir dans une mission onusienne. Les multiples connaissances que vous venez d'acquérir sont largement suffisantes et doivent vous permettre d'assurer au mieux votre mission au sein de la MINUSMA avec les autres forces qui sont sous le mandat de la MINUSMA. Depuis plus de 5 ans, l'armée américaine assure la formation du pré-déploiement des soldats tchadiens pour la mission au Mali. Le chef de l'état-major, le général de brigade Temlengar Mathias, représentant le chef d'état-major général des armées, salue cette coopération militaire entre les deux pays. Quelques cadres du centre d'instruction de la Lumia ont reçu leur attestation de reconnaissance pour les travaux abattus. Toutefois, le général de brigade Youssef Abderrahman Meri, commandant l'unité spéciale antiterroriste PSI, a reçu un encouragement spécial du partenaire américain. Voilà, restons toujours au centre d'instruction militaire de la Lumia où s'est ouvert un atelier de formation à l'intention de 700 éléments du contingent tchadien qui se rendront au Mali dans le cadre de la MINUSMA toujours pour le maintien de la paix dans les jours à venir. Les différents modules portent sur la protection et les droits des enfants avant, pendant et après les conflits armés. Kalia Gavouna. Il était 9h30 quand le représentant du ministre de la Défense nationale, le général de brigade Mohamed Moussa Djibrine, accompagné de la représentante de l'UNICEF au Tchad, ont fait leur entrée au centre d'instruction militaire de Lumia pour le lancement de l'atelier de formation à l'intention des soldats tchadiens qui seront déployés au Mali. 700 au total, ces éléments du 7e contingent tchadien en instance de déploiement dans le cadre de la MINUSMA au Mali seront durant une semaine formés sur le droit et la protection de l'enfant, question de faire respecter le droit de l'enfant avant et pendant les conflits armés. Le gouvernement de la République du Tchad prouve une fois de plus à travers cette formation son engagement à se conformer au respect strict de la Convention relative aux droits de l'enfant. La tenue de cet atelier témoigne de la volonté et de l'engagement du gouvernement
sous l'impulsion de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, à faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille. L'UNICEF, qui appuie techniquement et financièrement le Tchad dans ce processus, salue cette volonté. Qu'il me soit permis de féliciter le gouvernement tchadien qui, à travers cette formation sur les droits et la protection de l'enfant, à l'intention du contingent en instance de déploiement au Mali, contribue à renforcer la protection des enfants et mitiger les risques d'abus et de violence en situation de conflit au-delà même de ses frontières. À l'issue de cette formation, il sera mis en place une cellule de protection au sein des contingents tchadiens pour pérenniser les acquis de cette formation en vue de promouvoir les droits et la protection des enfants en général. L'invité du journal de ce vendredi 20 décembre 2019, comme je l'annonçais à l'entame de cette édition, est Madame la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madame Madeleine Alingé. Madame la ministre, une fois de plus, merci d'être là. Merci à vous. Voilà la deuxième édition du Festival d'Ari. Le démarrage, c'est pour demain, 21 décembre, comme convenu. Alors, est-ce que tout est fait prêt pour le début des festivités? Nous sommes prêts. Le Festival d'Ari, comme vous le savez, s'est déroulé, la première édition était l'année dernière en 2018 plutôt. Nous nous sommes préparés pour que, à travers l'institutionnalisation de ce processus, on puisse être prêt, parce que les festivaliers nous l'ont demandé, parce qu'il y a un engouement autour de ça. Donc effectivement, nous sommes prêts pour recevoir tout le monde demain. D'accord. Alors dites-nous, comment est née l'idée de la création du Festival d'Ari? Bon, je crois qu'il y a un constat qui est là au niveau du Tchad. Nous représentons plus de 250 groupes ethniques différents. Nous avons 150 langues nationales, 2 langues officielles. Nous avons un cadre géographique qui donne pour que toutes ces populations puissent développer des savoir-faire, des savoir-vivre. Et le ministère du Développement culturel, touristique et de la culture et de l'artisanat, bien sûr, dans sa mission, recherche à mettre en valeur tout ce potentiel et toute cette richesse, toute cette diversité du Tchad. Donc l'initiative avait existé déjà, le Festival national des arts et des cultures, qui avait été institué déjà en 1998, mais je crois que l'évolution des choses a fait qu'on avait un peu arrêté le développement de cette activité, et avec l'appui des plus hautes autorités qui nous ont accompagnés. Donc on a proposé effectivement l'organisation d'une grande manifestation culturelle où le Tchad pouvait être réuni. On a proposé la place de la Nation et le Festival d'Ari est né. D'accord. À l'heure actuelle, combien de délégations sont présentes dans la capitale? Le Tchad a 23 délégations. Toutes les délégations arrivent ce soir. Si, on a déjà 20 délégations qui sont déjà présentes. On en attend 2. 3. Djamena est déjà là, donc on n'en attend plus que 2. Les entreprises sont déjà prêtes, la population est déjà prête. Tout ce que nous avons organisé comme spectacle, on est prêt, effectivement. Et Dari est prête pour offrir encore cette belle scène de notre culture au Tchad. Par rapport à la première édition, quelle sera la spécificité de cette deuxième édition? Nous sommes à la deuxième édition, donc le compte-rendu et l'évaluation que nous avons fait, c'était d'améliorer même les activités que nous offrions. Nous avons par exemple des zones particulières comme les aires de jeu, nous avons le spectacle, nous avons les zones où les défilés. Donc toutes ces activités-là, nous avons voulu les améliorer déjà dans la performance, et maintenant nous avons rajouté des choses particulières comme par exemple la lumière pour assurer une sécurité beaucoup plus grande. Nous avons rajouté également des espaces parking. Nous avons également diversifié la performance des provinces. Si, c'est pas qu'une seule représentation, sinon on aura plusieurs représentations. Et même en termes de programmation, nous allons avoir
des après-midi spécifiques dédiés à des provinces afin qu'ils puissent raconter, montrer et découvrir chaque province dans sa diversité. Madame la ministre, la seconde édition du Festival d'Ari est marquée également par son institutionnalisation. En quelques mois seulement, vous avez pu obtenir cette reconnaissance. Quelles sont donc les démarches qui ont abouti justement à cette phase importante? La plus grande démarche, elle ne provient pas de nous, sinon c'était l'engouement. C'était le satisfecit des festivaliers vis-à-vis du produit culturel que nous leur offrons. On a eu 200 000 visiteurs l'année dernière. Nous avons pu mettre en place une structure commerciale du festival. Et tout cela a fait que l'État puisse considérer le fait que c'était un produit qui pouvait intégrer le patrimoine culturel de l'État tchadien. Et c'est pour cela que nous avons présenté bien sûr un projet de décret afin que l'on puisse recevoir l'approbation, et nous l'avons reçu non seulement des plus hautes autorités, mais également de l'Assemblée nationale, qui a permis l'institutionnalisation par un décret 498 du 30 avril 2019, qui nous permet maintenant de pérenniser cette initiative. Et d'accord, quelles seront maintenant les projections du Dari? Est-ce que vous allez inviter la sous-région, les festivaliers de la sous-région pour la troisième édition? Le Festival d'Ari doit avoir toute la visibilité, non seulement nationale, mais également internationale et bien sûr sous-régionale. Mais nous avons également des ambitions qui sont de concrétiser ce brassage national, de concrétiser ce sentiment national qu'on a vis-à-vis de la découverte de notre culture. Nous projetons le délocaliser à un certain moment. Pourquoi ne pas organiser Dari à Mundou, à Faya, à Fada, et mobiliser justement tous les touristes dans différentes zones de notre territoire afin qu'ils puissent découvrir également les différents espaces géographiques que nous avons. Nous voulons également mettre en place un comité permanent d'organisation du Festival Dari. Vous savez que maintenant il est logé au niveau de l'OMPTA, mais on pense que par l'extension et par l'engouement et par la diversité et la complexité de ce montage, on peut l'ouvrir à un comité qui soit beaucoup plus expert et qui ait le temps de préparer réellement les choses pour nous offrir un produit de qualité. Et pour la préparation d'un tel projet, il faut des moyens conséquents. Est-ce que vos partenaires ont répondu favorablement à vos demandes? Le produit d'Ari est parti de l'État, donc on a déjà un soutien continu et permanent de l'État, et nous avons effectivement fait appel à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. C'est non seulement des institutions, mais c'est également des associations, c'est également des individus, des personnes de bonne volonté qui participent à l'organisation du Festival d'Ari. Le système de Dari également, comme vous le savez, est un système commercialisé. Nous mettons en location des espaces afin que tous les entrepreneurs, tous les commerçants puissent effectivement échanger avec le public qui circule au niveau de Dari. Donc rendez-vous demain à 9h à la place de la Nation pour le lancement officiel du Dari. Absolument, vous êtes très cordialement et très sincèrement invités à venir participer à la grande rencontre nationale. Toute la culture tchadienne se réunira sur la place de la Nation à partir du 21 décembre jusqu'au 4 janvier 2020, avec toute la panoplie d'activités que nous aurons à vous offrir. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons là de recevoir Madame la Ministre de la Culture, Madeleine Alingé. Nous poursuivons notre journal. Le projet d'infrastructure spatiale des données sur la ville de N'Djamena et ses environs a clos ses assises hier. Ce soir, notre reporter Guillaume Benguiri revient sur l'impact du dit projet sur les différents secteurs de développement. Regardez. Merci beaucoup. C'est court, en fait. Fruit de la coopération entre le gouvernement tchadien et l'Institut géographique national français, le projet d'infrastructure des données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs consiste à mettre en place des bornes de premier et second ordre et un système d'information géographique sur un périmètre de 900 km² suivant le front d'urbanisation de la capitale.
À travers cette initiative, les deux parties voudraient mettre en œuvre des applications sectorielles qui répondront de manière concrète aux besoins de nombreux acteurs de développement. Ce projet, selon les initiateurs, sera bénéfique pour l'État tchadien et particulièrement le ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Ainsi, dans le cadre des recettes foncières, ce plan qui sera établi au cours de ce projet sera un véritable plan cadastral. Aussi, ces données géographiques dont dispose ce projet générera par la suite des économies considérables dans tous les secteurs où elles seront utilisées. Outre ces aspects, ce projet consistera dans une autre mesure à fournir des informations précises sur le relief de toute la ville de N'Djamena et ses environs. Il offre également l'opportunité de définir les différents secteurs de développement et constitue un outil indispensable, surtout pour les gestionnaires des réseaux, car il leur permettra de mieux identifier leurs clients pour, d'une part, améliorer la qualité de leurs services et, d'autre part, pour mieux collecter les taxes associées à ces services. À travers ce projet de grande envergure, l'urbanisation de la capitale est en marche. Il répond à ne point douter à la politique du gouvernement faisant de la capitale tchadienne la vitrine de l'Afrique. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibril Younous, a présidé la cérémonie de clôture des activités du recensement des délégués, chefs des carrés et responsables des mototaxis. John Odinestor. Cette rencontre marque la fin des activités de la sensibilisation et du recensement général des chefs des carrés, délégués et responsables des mototaxis de la ville de N'Djamena. Une initiative des plus hautes autorités permettant à réorganiser les communes pour un bon fonctionnement. Le maire de la commune du 7e arrondissement salue la détermination du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena pour les efforts consentis à l'endroit des communes. Malgré ces atouts énormes, elle est réputée une commune à problème. Parmi ses bénéfices, je peux citer la paix et la quiétude retrouvées. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a saisi cette opportunité pour demander à tous les responsables des mototaxis à se conformer aux décisions prises. Cette commission va travailler avec vous, mais également avec les clandomans du 7e. Ceux qui n'ont pas ou n'ont pas voulu se faire recenser auront et assumeront les conséquences qui vont découler après. L'administrateur délégué de la commune du 7e arrondissement, Ahmad Mamad Brémé, a fait un bref aperçu de la commune. Il relève que la commune du 7e arrondissement compte 18 quartiers et 700 chefs de carré. Et comme je l'annonçais en titre, désormais pas besoin de jeter des objets usés tels que des bouteilles en plastique ou des pneus. Vous allez le voir, deux jeunes mettent leur ingéniosité pour les transformer en chaises, tables, sapins de Noël ou encore objets de décoration qui charment à première vue. Allez, Mamad Bello. Une imposante forme derrière laquelle se cache un génie créateur. Sylvie, la marraine des pneus usagés. Des pneus usagés, jetés, retrouvent une autre vie dès qu'ils entrent dans cette maison. Lavage, découpage, peinture, tout un processus et ils deviennent des tables basses, des chaises ou sièges en mousse. Au début, c'était d'abord la décoration, tout ce qui est événementiel, le mariage, des cérémonies de maison. Et après, quand nous avons découvert le recyclage, nous nous sommes dit pourquoi ne pas associer la décoration au recyclage. De la banque finance au recyclage, la demoiselle a retrouvé sa passion, la décoration. Une aventure qui date seulement de 8 mois et déjà des milliers de pneus recyclés. Les pneus, déjà, nous allons plus au niveau des crédits parce qu'il y a des pneus qui sont au champ de fil. Il y a des pneus qui sont là, qui sont jetés, que nous récupérons. Également, nous achetons et nous avons également des parents qui ont des pneus de véhicules et lors des échanges. Donc, comme ils savent ce que nous faisons, ils nous donnent également les pneus. Pour mieux apprécier ces créations, nous sommes allés voir une de ces clientes et consommatrices des premières heures. Dans cette salle de l'association Yali, les œuvres de ces duos charment à première vue. Mon œuvre est tellement créative
dans le sens où on peut avoir des modèles qu'on souhaite. Elle est assez ingénieuse dans ce qu'elle nous propose comme design. Et au-delà de tout, elle arrive à concilier le modernisme avec le traditionnel, ou du moins l'apparat africain. Et pour nous, c'est vraiment un point. Chez ces jeunes aux esprits éveillés, rien ne se jette. Regardez ces bouteilles en plastique, usagées bien sûr. Mais ce ne sont pas des déchets désormais. Quand Sylvie et Thomas laissent libre cours à leur génie créateur, cela produit des sapins de Noël. Chez nous, nous avons des milliers de plastiques qui sont remplis dans nos caniveaux, qui provoquent même des maladies parce que ça empêche l'eau de couler. Les plastiques sont un peu partout. Alors que ces plastiques, nous pouvons les prendre et vraiment leur donner une vie et transformer en quelque chose. Nous savons que les bouteilles en plastique, c'est des choses qui ne se dégradent presque jamais. Parce que ça peut faire 100 ans sous le sol. Ça ne se dégrade pas. Au contraire, ça dégrade l'environnement. Donc, en les utilisant, nous contribuons à la protection de l'environnement. Dans cette maison, à la manière du célèbre chimiste, philosophe et économiste français Antoine Lavoisier, rien ne se perd, et tout se transforme. Le recyclage n'a aucun secret pour eux. Et les bouteilles et punais usagées ont désormais une seconde chance de vivre. Une vie plus meilleure que dans les poubelles. Ce matin, au siège de la CNPC, quelques opérateurs économiques ont été outillés sur les principes d'appel d'offres et les différentes procédures de la société. Objectif donc aider les bénéficiaires à mieux comprendre ces différentes démarches et procédures. Une cinquantaine des opérateurs économiques se sont familiarisés aux différentes procédures de soumission des marchés de la société CNPC. Ce renforcement des capacités des opérateurs économiques porte essentiellement sur les modules tels que l'utilisation des fiches des marchés, comment comprendre l'offre, l'élaboration des lettres de demande et les pièces jointes de l'enquête. Pour le chef du service d'achat, Tahir, cette formation vise à combler les lacunes constatées dans ce domaine. Quant au chef de service contrat, Ali Fadel, il faut donner l'opportunité aux opérateurs économiques à mieux comprendre le fonctionnement de la CNPC. C'est la nouvelle vision de la société. Quelques opérateurs économiques présents à la formation apprécient de manière diversifiée la tenue de cette formation. Je suis ravie de cette formation qui nous apporte à tous un plus. Et puis, vu les interventions des uns et des autres, je veux croire que je ne sens pas la seule bénéficiaire de cette formation. Par le passé, c'est vrai, il n'y a pas eu assister à des formations pareilles. Donc, c'est une bonne initiative. S'il faut voir cette soumission, ces procédures de soumission, c'est quelque part c'est classique. C'est peut-être c'est en anglais, mais quand même les entreprises sont habituées à faire ça. Le manager de la société CNPC, Dodo, promet multiplier cette formation afin de donner plus d'opportunités aux opérateurs économiques locaux. Lors de l'adoption de l'accord de Paris sur le climat à la COP 21, 194 pays se sont mis d'accord sur le principe de la transparence dans les transactions en matière de crédit carbone. Mais la mise en œuvre de cet accord pose problème du côté des bailleurs de fonds. Nous en parle Noubadumbaï Talmati. L'accord 25 à Paris en France, l'article 6 de cet accord est un caillou dans les chaussures des pays signataires. Selon les dispositions de l'accord 21, l'article 6 prévoit le mécanisme d'échange entre les pays qui émettent moins de gaz à effet de serre et ceux qui émettent plus. En outre, l'article 6 est un chemin qui permet à un État de racheter les émissions de gaz produites par un autre. Les jeunes Tchadiens de l'espace vert du Sahel présents souhaitent des actions concrètes pour sauver la planète. Les 194 signataires s'accordent sur le principe, mais non sur son application. C'est le paradoxe de cet article. L'article crée aussi l'égocentrisme dans beaucoup de pays. Certains pays comme l'Égypte et d'autres pensent que l'écoute mutuelle permettra d'obtenir un compromis pour que chaque pays ait le sentiment de gagner. Il n'y aura pas de perdant. Tout le monde doit sortir satisfait car cette démarche basée sur l'écoute conduit vers l'atteinte des objectifs qui n'est d'autre que la lutte contre le changement climatique. Certains invités à cette messe soulignent que les faits sont là et il faut passer à l'action pour garantir l'avenir meilleur à la génération future. Certains négociateurs africains apprécient la position de la Chine. Pour la Chine, il faut instaurer un marché carbone. Cela va permettre
d'attirer des investissements vers les pays moins développés et comblera les dommages créés par les émissions de gaz à effet de serre provenant des pays industrialisés. D'autres pays trouvent plutôt l'article 6 de l'accord de Paris favorable à certains pays développés qui continueront à émettre davantage de gaz à effet de serre. Pour stopper l'hémorragie et combler ces vides et lacunes, les négociateurs africains ont jeté toutes les armes dans cette bataille considérée comme la bataille contre Goliath et David. Les jeunes tchadiens et ivoiriens présents à cette messe environnementale attirent l'attention des décideurs et les pays industrialisés sur les risques et les conséquences dangereuses de non-application de l'accord de Paris sur le changement climatique. C'est depuis 4 ans que l'application de l'article 6 piétine et a des plombs dans les ailes pour s'envoler. Pour les États partis, c'est l'un des sujets prioritaires qui ouvre vraiment la porte à la mise en œuvre des activités d'adaptation. Les enfants pour nous accueillir, c'est un geste symbolique de la